Il existe une catégorie de personnes qui déroutent profondément notre époque. Ce ne sont pas celles qui fuient le monde par blessure ou par peur. Ce ne sont pas non plus celles qui cultivent l'isolement comme une posture ou un refuge temporaire. Non, il s'agit de celles qui choisissent délibérément la solitude, qui la préfèrent, qui y trouvent une forme de plénitude que la plupart des gens ne comprennent pas. Et cette préférence n'est pas un accident. Elle révèle quelque chose de beaucoup plus complexe sur la psychologie humaine, quelque chose que notre culture orientée vers l'hyperconnexion refuse souvent de reconnaître. Jacques Lacan, dans ses travaux sur la structure du sujet et le désir humain, nous aide à comprendre cette dynamique souvent mal interprétée. Lorsqu'on observe attentivement ces individus, on remarque d'abord une absence. Une absence de lutte, une absence de complainte face à leurs conditions. Ils ne se plaignent pas du manque de sollicitation sociale. Ils ne cherchent pas désespérément à remplir leur calendrier de rencontres ou d'événements. Au contraire, ils organisent leur existence autour d'espaces de silence, de moments où personne ne vient interrompre le fil de leurs pensées. Cette organisation n'est pas défensive. Elle est constructive. Elle témoigne d'une architecture intérieure particulière, d'une manière différente d'habiter le monde. Lacan nous rappellerait ici que le sujet ne se construit pas uniquement dans le regard de l'autre, mais aussi dans les espaces où ce regard se retire. Ce qui frappe en premier lieu, c'est que ces personnes ne confondent pas solitude et isolement. L'isolement est subi, imposé par des circonstances ou par des blessures relationnelles. La solitude, telle qu'elles la vivent, est choisie, cultivée, protégée même. Elle représente un territoire où leur sensibilité peut s'exprimer sans filtre, où leur monde intérieur peut se déployer sans avoir à se justifier constamment. Pour elles, la présence des autres n'est pas une nécessité vitale, mais une option dont elles mesurent soigneusement la pertinence. Cette distinction fondamentale échappe à beaucoup de gens qui perçoivent toute forme de retrait comme un symptôme d'inadaptation. Pourtant, lorsqu'on creuse davantage, on découvre que cette préférence pour la solitude s'enracine dans une sensibilité particulière au monde. Ces individus captent des nuances que d'autres ne perçoivent pas. Ils ressentent l'énergie des espaces, la tonalité émotionnelle des groupes, les dissonances subtiles dans les conversations. Ce qui paraît anodin à la plupart devient pour eux une information dense, parfois épuisante. Un dîner entre amis peut devenir un exercice de décodage permanent. Une réunion sociale exige une vigilance constante pour naviguer entre les attentes implicites, les non-dits, les jeux de pouvoir invisibles. Cette hypersensibilité n'est pas une faiblesse. C'est une forme d'intelligence perceptive qui capte des signaux que d'autres ignorent complètement. Lacan parlerait ici de la capacité à percevoir ce qui se joue dans le registre symbolique, au-delà des mots apparents. Cette acuité sensorielle et émotionnelle a un coût. Elle demande une dépense énergétique considérable. Là où une personne moins sensible traverse une journée sociale sans fatigue particulière, celle qui perçoit davantage rentre chez elle vidée, saturée d'informations, submergée par des impressions qu'elle doit ensuite trier, comprendre, digérer. La solitude devient alors non pas un refuge contre le monde, mais un espace de récupération nécessaire. Un lieu où le système nerveux peut enfin se reposer, où les stimulations cessent, où le silence permet de retrouver un équilibre intérieur. Ce n'est pas de la misanthropie. C'est de l'hygiène émotionnelle. Mais il y a plus encore. Ces personnes développent souvent très tôt une relation particulière avec leur monde intérieur. Enfant déjà, elles préféraient parfois la compagnie d'un livre, d'un dessin, d'une observation silencieuse de la nature à l'agitation des cours de récréation. Ce n'était pas par timidité systématique, mais parce que leur univers mental leur offrait déjà une richesse suffisante. Elles pouvaient passer des heures dans leurs pensées sans s'ennuyer, construire des mondes imaginaires, explorer des questions que personne autour d'elles ne semblait se poser. Cette capacité à se suffire à soi-même s'est renforcée avec le temps, devenant une compétence rare, une forme d'autonomie psychologique que peu de gens maîtrisent. Cette autonomie effraie parfois l'entourage. Dans une société où l'on mesure la valeur sociale d'une personne au nombre de ses contacts, au remplissage de son agenda, à sa présence constante sur les réseaux, celui qui préfère la solitude devient suspect. On le soupçonne de dépression, d'inadaptation, de problèmes relationnels cachés. On lui conseille de sortir davantage, de faire des efforts, de ne pas se laisser aller. Ces conseils bien intentionnés reposent sur une incompréhension fondamentale. Ils projettent sur l'autre une norme qui ne lui correspond pas. Ils présupposent que le bonheur passe nécessairement par l'intensité des interactions sociales, alors que pour certains, il se trouve précisément ailleurs, dans la profondeur plutôt que dans la multiplication des contacts.
Jacques Lacan aurait souligné ici comment le désir de l'autre tente de s'imposer comme vérité universelle, effaçant la singularité du sujet. Il faut comprendre que ces individus ne rejettent pas les relations humaines. Ils les considèrent simplement sous un angle différent. Pour eux, la qualité d'un lien ne se mesure pas à sa fréquence, mais à sa profondeur, à sa sincérité, à sa capacité à nourrir réellement quelque chose d'essentiel. Ils préfèrent avoir 2 ou 3 relations authentiques, où l'on peut se montrer tel que l'on est, plutôt que 20 relations superficielles maintenues par politesse ou par habitude. Cette sélectivité n'est pas de l'arrogance. C'est une économie émotionnelle. Ils savent que leur énergie relationnelle est limitée et ils choisissent de l'investir là où elle a du sens. Cette approche les met souvent en décalage avec les attentes sociales. On attend d'eux qu'ils participent à des événements qui ne les intéressent pas, qu'ils maintiennent des liens qui ne leur apportent rien, qu'ils se conforment à des rituels sociaux vidés de leur substance. Lorsqu'ils refusent, même poliment, on interprète ce refus comme un rejet personnel. On ne comprend pas qu'il s'agit simplement d'une préservation de leur intégrité intérieure. Ils ont appris, parfois à leurs dépens, que se forcer à être présent là où l'on ne se sent pas à sa place crée une dissonance insupportable. Cette dissonance érode lentement leur bien-être, les éloigne d'eux-mêmes, les oblige à porter un masque qui finit par peser plus lourd que la solitude elle-même. Lacan nous enseignait que ce masque, ce qu'il appelait le moi idéal, est une construction aliénante qui nous sépare de notre vérité subjective. Ce qui est fascinant, c'est que cette préférence pour la solitude s'accompagne souvent d'une vie intérieure extrêmement riche. Ces personnes ne s'ennuient jamais seules. Elles lisent, elles réfléchissent, elles créent, elles observent. Leur esprit ne cesse jamais d'être en mouvement. Elles explorent des idées, des questions philosophiques, des projets personnels qui demandent du temps et de la concentration. Pour elles, le temps solitaire n'est pas un temps vide mais un temps plein, saturé de possibilités. C'est le moment où elles peuvent vraiment être elles-mêmes, sans compromis, sans adaptation, sans performance sociale. Cette liberté a une valeur inestimable qu'elles ne sont pas prêtes à sacrifier pour des interactions qui ne leur apportent rien. Il est important de noter que cette préférence ne signifie pas une incapacité à socialiser. Beaucoup de ces personnes sont parfaitement capables d'interactions sociales de qualité. Elles peuvent être charmantes, attentives, présentes lorsqu'elles choisissent de l'être. Mais cette capacité ne se traduit pas par un désir constant d'être entourées. Elles font une distinction claire entre pouvoir socialiser et vouloir le faire. Cette distinction déroute ceux qui associent compétences sociales et besoins sociaux. On imagine qu'une personne capable de bien communiquer doit nécessairement rechercher la compagnie des autres. Or, pour ces individus, la compétence sociale est un outil qu'ils utilisent quand c'est nécessaire, mais ce n'est pas ce qui définit leur équilibre intérieur. Cette psychologie particulière se comprend mieux lorsqu'on examine le rapport à la stimulation. Le cerveau humain fonctionne avec un niveau optimal de stimulation qui varie considérablement d'une personne à l'autre. Certains ont besoin de beaucoup de stimuli externes pour se sentir vivants, d'où leur recherche constante de nouveautés, d'interactions, d'activités. D'autres, au contraire, ont un niveau de stimulation interne déjà élevé. Leur monde mental est si actif, si riche en pensées, en images, en connexions, qu'ajouter des stimuli externes devient rapidement excessif. Ces personnes atteignent la surcharge beaucoup plus vite. La solitude leur permet de réguler cette stimulation, de maintenir un équilibre où leur système nerveux n'est pas constamment en état d'alerte. Cette différence neurologique explique pourquoi ceux qui rechargent les uns épuisent les autres. Une soirée animée, pour certains, est une source d'énergie. Pour d'autres, c'est une dépense considérable qui nécessitera plusieurs jours de récupération. Ce n'est pas une question de volonté ou d'effort. C'est une différence fondamentale dans le fonctionnement psychologique. Les personnes qui préfèrent la solitude ont appris à respecter ce fonctionnement, à ne plus lutter contre leur propre nature. Elles ont cessé d'essayer de ressembler à ceux qui prospèrent dans l'agitation. Elles ont accepté que leur bien-être passe par des chemins différents. Jacques Lacan aurait reconnu là une forme de traversée du fantasme, ce moment où le sujet cesse de poursuivre l'image de ce qu'il devrait être selon l'autre. Cette acceptation ne se fait pas sans douleur. Beaucoup ont passé des années à se sentir anormal, à croire qu'il y avait quelque chose de défectueux en elles. On leur a répété qu'il fallait sortir davantage, qu'il fallait faire des efforts, qu'il fallait dépasser cette timidité supposée. Elles ont essayé. Elles se sont forcées. Elles ont participé à des événements qui les vidaient de leur énergie. Et à chaque fois, elles revenaient chez elles avec le même sentiment de décalage,
la même impression de ne pas être à leur place. Ce n'est que lorsqu'elles ont enfin compris que ce décalage n'était pas un défaut, mais une différence qu'elles ont pu trouver la paix. Elles ont cessé de se juger à l'aune des normes sociales dominantes et ont commencé à construire une vie qui leur ressemble vraiment. Cette construction passe par des choix délibérés. Elles apprennent à dire non sans culpabilité. Elles protègent leur temps comme une ressource précieuse. Elles créent des rituels de solitude qui nourrissent leur équilibre. Une promenade quotidienne seule, un moment de lecture sans interruption, une soirée entière sans obligation sociale. Ces moments ne sont pas négociables. Ce sont les fondations de leur bien-être. Et lorsqu'elles respectent ces besoins, elles deviennent plus disponibles, plus authentiques dans les rares interactions qu'elles choisissent d'avoir. Paradoxalement, en passant moins de temps avec les autres, elles offrent une meilleure qualité de présence. Il y a aussi une dimension créative dans cette préférence pour la solitude. Beaucoup d'artistes, d'écrivains, de penseurs, de chercheurs partagent ce trait. Leur travail exige un niveau de concentration que seule la solitude peut offrir. Ils ont besoin de longues périodes ininterrompues pour plonger profondément dans leur création, pour explorer des idées complexes, pour laisser émerger ce qui ne peut naître que dans le silence. Cette solitude créative n'est pas un isolement stérile. C'est un espace de gestation où quelque chose de nouveau peut prendre forme. Les interruptions sociales, même agréables, brisent cet état de concentration profonde et il faut parfois des heures pour le retrouver. Ces personnes ont compris que protéger leur solitude, c'est protéger leur capacité à créer, à penser, à contribuer au monde à leur manière. Cette contribution est souvent méconnue parce qu'elle ne se manifeste pas dans l'immédiateté sociale. Elle ne produit pas de bruit. Elle ne cherche pas l'attention. Mais elle existe, profonde et durable. Les œuvres qui traversent le temps, les idées qui transforment la compréhension humaine, les découvertes qui changent le monde émergent souvent de ces périodes de solitude intense où quelqu'un a eu le courage de se retirer du bruit pour écouter quelque chose de plus subtil. Cette solitude n'est pas une fuite de la responsabilité sociale. C'est une autre manière de participer à l'humanité, moins visible mais tout aussi essentielle. Lacan lui-même a construit sa théorie révolutionnaire du sujet à travers des années de réflexion solitaire, loin du conformisme intellectuel de son époque. Il est intéressant de noter que ces personnes développent souvent une relation particulière avec la nature. Elles trouvent dans les espaces naturels une forme de compagnie qui ne demande rien, qui ne juge pas, qui permet simplement d'être. Une forêt, une montagne, un bord de mer deviennent des lieux où elles se ressourcent profondément. La nature offre une présence sans les complications relationnelles humaines. Elle apaise sans épuiser. Elle stimule sans surcharger. Beaucoup de solitaires préférentiels parlent de ces moments dans la nature comme de leurs expériences les plus nourrissantes, celles où ils se sentent le plus connectés, non pas aux autres humains, mais à quelque chose de plus vaste, de plus ancien, de plus stable. Cette connexion révèle une autre facette de leur psychologie. Ils ne recherchent pas l'absence de lien, mais une qualité de lien différente. Ils préfèrent les connexions silencieuses, les présences qui n'exigent pas de performance, les relations où l'on peut simplement coexister sans avoir à remplir chaque silence de parole. C'est pourquoi ils s'entendent souvent mieux avec les animaux qu'avec les humains. Un chat, un chien, un oiseau observé à distance offre une forme de compagnie apaisante qui ne vient jamais avec des attentes implicites, des jugements cachés, des besoins émotionnels complexes à gérer. Mais revenons à la question centrale. Qu'est-ce que cette préférence pour la solitude révèle vraiment sur la psychologie humaine? Elle montre d'abord que le besoin social n'est pas universel dans son intensité. Nous ne sommes pas tous câblés de la même manière. Certains ont besoin d'une tribu constante autour d'eux. D'autres prospèrent dans des cercles restreints avec de longues périodes de retrait. Cette diversité n'est pas un problème à corriger, mais une richesse à reconnaître. Elle démontre aussi que l'autonomie psychologique est possible. On peut construire un sentiment de sécurité, de valeur, d'identité qui ne dépend pas constamment du regard et de la validation des autres. Cette autonomie n'est pas de l'autosuffisance narcissique. C'est une maturité émotionnelle qui permet d'entrer en relation sans dépendance. Jacques Lacan nous rappellerait que le sujet authentique émerge précisément lorsqu'il cesse de chercher sa complétude dans le regard de l'autre. Elle révèle également que notre culture moderne, avec son culte de l'extraversion et de la connexion permanente, crée une souffrance particulière pour ceux qui fonctionnent différemment. Les espaces de silence se raréfient. Les moments de solitude sont perçus comme suspects. On nous bombarde constamment de messages nous enjoignant de réseauter, de partager, de nous montrer, de participer. Pour ceux qui ont besoin de solitude,
Cette pression est épuisante. Ils doivent lutter non seulement pour protéger leur temps seul, mais aussi pour légitimer ce besoin face à un monde qui le considère comme anormal. Cette lutte ajoute une couche de difficulté à leur existence, une nécessité constante de se justifier, de rassurer les autres sur le fait qu'ils vont bien, qu'ils ne sont pas déprimés, qu'ils ont simplement besoin de moins de contact que la norme. Il y a aussi une dimension philosophique dans cette préférence. Ces personnes ont souvent une conscience aiguë de la finitude de l'existence. Elles savent que le temps est limité et elles refusent de le gaspiller dans des interactions qui ne leur apportent rien. Cette lucidité peut paraître dure, mais elle est en réalité une forme de respect profond pour la vie. Plutôt que de se disperser dans 1000 relations superficielles, elles choisissent de concentrer leur énergie sur ce qui a vraiment du sens pour elles. Ce choix demande du courage parce qu'il va à l'encontre de toutes les injonctions sociales. Mais il permet une vie plus cohérente, plus alignée avec leurs valeurs profondes. Cette cohérence intérieure se construit progressivement. Au début, le choix de la solitude peut être teinté de culpabilité. On se sent égoïste de refuser des invitations. On craint de blesser les autres. On s'inquiète de ce qu'on pense de nous. Mais à mesure que l'on persiste, que l'on reste fidèle à ses besoins, quelque chose se stabilise. On découvre que les vrais amis comprennent, que les relations authentiques survivent aux absences, que l'on n'est pas obligé d'être constamment disponible pour être aimé. Cette découverte est libératrice. Elle permet de relâcher une tension qui pesait depuis longtemps, la tension de devoir être quelqu'un d'autre pour être accepté. Ce qui est remarquable, c'est que ces personnes ne cherchent généralement pas à convertir les autres à leur mode de vie. Elles ne prétendent pas que tout le monde devrait préférer la solitude. Elles reconnaissent que chacun a des besoins différents. Elles demandent simplement que leur propre fonctionnement soit respecté. Cette modestie contraste avec l'insistance des extravertis qui essaient souvent de convaincre les introvertis de sortir davantage, comme si leur propre manière de vivre était la seule valide. Les solitaires préférentiels ont généralement dépassé ce besoin de validation par l'autre. Ils n'ont plus besoin de prouver que leur choix est le bon. Ils le vivent, tout simplement. Cette assurance tranquille vient aussi d'une longue expérience de leur propre fonctionnement. Ils ont expérimenté les deux voies. Ils ont essayé de vivre comme tout le monde, de remplir leur vie sociale, de multiplier les contacts. Et ils ont constaté que cela ne leur apportait pas le bonheur promis. Au contraire, cela les éloignait d'eux-mêmes. Puis ils ont essayé l'autre chemin, celui de la solitude choisie, et ils ont découvert un bien-être qu'ils ne connaissaient pas. Cette expérience directe leur donne une certitude que rien ne peut ébranler. Ils savent ce qui fonctionne pour eux, non par théorie mais par vécu. Lacan aurait reconnu l'émergence du sujet désirant, celui qui a trouvé son propre chemin au-delà des prescriptions sociales. Il existe cependant des nuances importantes à préciser. Préférer la solitude ne signifie pas l'absence totale de besoins relationnels. Même les solitaires les plus convaincus ont besoin, de temps à autre, d'une connexion humaine authentique. Mais ce besoin se manifeste différemment. Il est moins fréquent, moins urgent, plus sélectif. Lorsqu'ils choisissent de se connecter, c'est avec intention. Ils ne papillonnent pas d'une interaction à l'autre. Ils s'engagent pleinement dans le moment, offrant une présence totale à l'autre. Cette qualité de présence est rare et précieuse. Elle crée des liens d'une profondeur que les interactions superficielles ne peuvent jamais atteindre. Ces relations profondes, bien que rares, suffisent amplement à combler leurs besoins d'appartenance. Elles n'ont pas besoin de la validation constante d'un large groupe. Une conversation significative tous les quelques mois avec une personne qui les comprend vraiment vaut pour elle des dizaines de rencontres sans substance. Cette arithmétique relationnelle déconcerte ceux qui mesurent l'amitié à la fréquence des contacts. Mais pour ces individus, c'est une évidence. La qualité ne se mesure pas à la quantité. Un moment de véritable partage efface des semaines de solitude. Il faut aussi reconnaître que cette préférence pour la solitude peut évoluer avec le temps. Elle n'est pas nécessairement figée. Certaines périodes de la vie peuvent demander plus de retrait, d'autres peuvent permettre davantage d'ouverture. Les solitaires préférentiels ne sont pas rigides dans leur fonctionnement. Ils restent à l'écoute de leurs besoins changeants. Mais même lorsque leurs besoins sociaux augmentent temporairement, ils restent généralement en deçà de la norme sociale. Ils ne deviendront probablement jamais des personnes qui prospèrent dans les grandes fêtes ou qui ont besoin de voir des amis plusieurs fois par semaine. Leur nature profonde demeure, même si elle s'exprime avec plus ou moins d'intensité selon les circonstances. Cette compréhension de soi est l'un des grands avantages de leur fonctionnement. Ils ont été obligés,
par leurs différences même, de s'interroger sur leurs besoins, sur leur psychologie, sur ce qui les fait vraiment vivre. Cette introspection forcée leur donne une connaissance d'eux-mêmes que beaucoup de gens n'ont jamais. Ils ne vivent pas sur pilote automatique, suivant les scripts sociaux sans réfléchir. Ils ont construit consciemment leur manière d'être au monde. Cette conscience leur donne une liberté que les conformistes ne connaissent pas. Mais cette liberté a un prix. Elle demande de la force pour résister aux pressions constantes. Elle exige de la clarté pour ne pas se laisser envahir par la culpabilité. Elle nécessite de la patience pour expliquer encore et encore à l'entourage que non, on ne déprime pas, non, on n'a pas besoin d'aide. Oui, on est vraiment heureux comme ça. Cette répétition peut être fatigante. Il arrive que ces personnes se lassent de devoir justifier leur fonctionnement. C'est pourquoi beaucoup finissent par espacer encore davantage leur contact, non par misanthropie, mais pour éviter ces conversations épuisantes où il faut sans cesse rassurer les autres sur leur propre bien-être. Ce qui les soutient dans ces moments, c'est la connaissance profonde que leur choix est authentique. Ils ne se forcent pas à être seuls. Ils ne fuient pas quelque chose. Ils vont vers quelque chose. Vers un espace où ils peuvent respirer pleinement. Vers une qualité de présence à eux-mêmes qui nourrit tout le reste de leur existence. Cette présence à soi n'est pas de l'égocentrisme. C'est une forme d'écoute intérieure qui permet ensuite d'être plus disponible, plus authentique, plus généreux dans les rares moments où ils choisissent de se connecter aux autres. Jacques Lacan parlait de cette présence à soi comme d'un rapport authentique au réel, au-delà des mirages imaginaires que la société nous impose. Il existe aussi une dimension spirituelle, pour certains, dans cette solitude choisie. Sans nécessairement parler de religion, beaucoup trouvent dans la solitude un espace de connexion avec quelque chose de plus vaste qu'eux-mêmes. Que ce soit à travers la méditation, la contemplation, l'observation silencieuse du monde, ils accèdent à des états de conscience, à des insights, à des moments de paix profonde qui ne peuvent émerger que dans le silence. Cette dimension spirituelle n'a rien de mystique ou d'obscur. C'est simplement l'expérience directe d'une présence qui ne dépend pas du bruit extérieur, d'une plénitude qui ne vient pas de l'accumulation d'expériences sociales mais d'une qualité d'attention à ce qui est. Cette qualité d'attention transforme leur rapport au quotidien. Ils remarquent des détails que d'autres manquent. La lumière qui change au fil des heures. Le silence particulier d'un matin tôt. La texture d'un moment solitaire. Ces petites perceptions, insignifiantes pour beaucoup, deviennent pour eux des sources de joie discrètes mais réelles. Leur vie n'est pas vide. Elle est remplie autrement. Elle est saturée de présence plutôt que d'événements. Cette saturation suffit amplement à créer un sentiment de vie pleine et riche. Alors, que révèle finalement cette psychologie cachée des gens qui préfèrent la solitude? Elle révèle que l'être humain est infiniment plus divers dans ses besoins que nos normes sociales ne le reconnaissent. Elle montre qu'il existe des chemins vers le bien-être qui ne passent pas par la multiplication des contacts. Elle démontre que l'autonomie psychologique est non seulement possible, mais souhaitable pour certains. Elle prouve que la profondeur peut être préférée à la largeur, que la qualité peut l'emporter sur la quantité, que le silence peut être plus nourrissant que le bruit. Jacques Lacan, tout au long de son œuvre, nous a montré que le sujet se construit dans une tension créative entre l'autre et soi-même, et que cette tension ne se résout pas nécessairement dans la conformité sociale. Elle révèle aussi une sagesse particulière, celle de ceux qui ont appris à écouter leur propre nature plutôt que les injonctions extérieures. Elle témoigne d'un courage discret, celui de vivre différemment sans chercher à se justifier constamment. Elle illustre une forme de maturité émotionnelle où l'on cesse d'attendre des autres ce que seul soi-même peut se donner. Et peut-être, au fond, elle rappelle à tous, qu'ils soient solitaires ou sociables, qu'il n'existe pas une seule manière correcte d'être humain, mais une infinité de variations, toutes légitimes, toutes dignes de respect. Cette reconnaissance est essentielle. Elle permettrait à ceux qui préfèrent la solitude de vivre leur choix sans culpabilité constante. Elle permettrait aux autres de comprendre que ce qui fonctionne pour eux ne fonctionne pas nécessairement pour tous. Elle créerait un espace où chacun pourrait exister selon son propre rythme, sans avoir à se conformer à un modèle unique d'épanouissement. Et dans cet espace de reconnaissance mutuelle, peut-être que les solitaires préférentiels pourraient enfin respirer pleinement, sans avoir à expliquer, sans avoir à se justifier, sans avoir à prouver qu'ils ne sont ni tristes, ni perdus, mais simplement différents, et que cette différence est leur force, leur vérité, leur manière particulière de participer à l'existence humaine. Comme Jacques Lacan nous l'a enseigné,
Le sujet authentique émerge précisément dans cette capacité à assumer sa différence, à habiter son désir singulier sans céder aux demandes aliénantes de l'autre.